Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, notre webinaire du mardi est dédié au pénal et nous avons le plaisir d'être avec Julien Brochot, qui est donc ancien membre du Conseil et qui est membre du Conseil national des barreaux et qui est référent pour ces permanences pénales. On avait envie d'évoquer avec toi, Julien, ce sujet des permanences pénales je sais que tu avais prévu de parler des incidents aussi dans un second temps. Tu veux dire un mot, Louis? Oui, effectivement, aujourd'hui, donc, sujet pénal et pratique de l'avocat pénaliste. Julien connaît bien toutes ces questions-là. Je ne vais pas répéter ce que tu viens de dire, Karine, mais surtout deux sujets qui vont nous occuper, là, cette petite heure de webinaire. D'abord, les permanences pénales, présentation, comment ça marche, comment on fait, qu'est-ce qui s'y passe. Et puis, un deuxième point qui touche toujours à l'ordre, hein, naturellement, c'est un peu le but de la manœuvre, les incidents. Et là, n'hésitez pas à réagir. Hein. Vous avez un onglet comment, soit si vous êtes sur votre téléphone, soit si vous êtes sur votre portable, pardon, si vous êtes sur votre téléphone via le LinkedIn Live. N'hésitez pas à réagir, on voit tous les commentaires qui arrivent et on répondra à toutes les questions dont on connaît les réponses. Voilà. Alors peut-être on démarre sur les permanences pénales, puisque Louis et moi on est allés à plusieurs reprises voir le fonctionnement des permanences pénales ces dernières semaines avec des confrères extrêmement mobilisés sur ce sujet. On démarre là-dessus, si tu veux bien, Julien. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas reprendre ce qu'ont dit Karine et Louis, mais c'est extrêmement important que vous puissiez participer à ce webinaire, notamment par l'onglet chat qui est mis à votre disposition, parce qu'à la vérité, il est essentiel, à mon sens, qu'on puisse répondre à vos interrogations et peut-être qu'on prenne connaissance d'un certain nombre de difficultés qui sont les vôtres, qui sont vos difficultés quotidiennes dans le cadre de l'exercice de la défense pénale, qui ne se réduit pas simplement, bien sûr, aux seules permanences et aux seuls incidents. Donc, on est vraiment à votre disposition pour discuter de toutes ces questions. Effectivement, on va d'abord aborder la question des permanences parce qu'on sait qu'elles sont au cœur des préoccupations des consoeurs et des confrères. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ces permanences ne s'exercent pas toujours dans des conditions qui soient les meilleures. En ma qualité de référent, je suis moi-même confronté avec les avocats qui sont de permanence à un certain nombre de difficultés. J'ai pu constater que des efforts avaient été faits par les barreaux, hein, et en particulier par le barreau de Paris et les bâtonnières et bâtonniers successifs. Néanmoins, il y a sûrement un certain nombre de difficultés auxquelles vous êtes confrontés et auxquelles il faut encore répondre. De ma petite lorgnette, hein, qui encore une fois n'est que la mienne, hein, et le diagnostic m'appartient, mais je constate qu'un certain nombre de problématiques et de défis sont posés régulièrement aux permanenciers. Et je crois que le premier d'entre eux, c'est notamment une question de facilité au travail. Parce qu'à la vérité, on constate que lorsqu'il y a une permanence qui s'organise, on est assez rapidement à l'étroit, hein, dans les locaux qui sont mis à notre disposition, dans un contexte dans lequel on est obligé de plus en plus de renforcer les équipes. Pourquoi ? Parce que le nombre de déferrements se multiplie, que ces déferrements aboutissent à une CRPC ou qu'ils aboutissent à une comparution immédiate. Donc finalement, on a des avocates et des avocats qui de plus en plus sont confrontés à une forme d'exiguïté dans l'exercice de leur travail quotidien. Et ça pose une vraie difficulté, et c'est d'autant plus vrai que progressivement, le ministère public s'est désinvesti des permanences, là où au contraire, le rôle du bâtonnier a énormément augmenté parce qu'il a dû, avec l'ordre, compenser les manques qui nous étaient opposés par le parquet. Cette réalité, si vous faites des permanences, vous la connaissez bien au quotidien. La première, c'est la dématérialisation du dossier. Aujourd'hui, vous le savez, on n'a plus de dossier papier en comparution immédiate et de moins en moins en CRPC, tant et si bien que vous êtes contraint de travailler sur le numérique. Aujourd'hui, les ordres se sont mobilisés, en particulier l'ordre de Paris, en proposant des ordinateurs qui, vous l'avez peut-être noté depuis 2 ans, acceptent le recours à une clé USB et acceptent l'utilisation d'Internet. Donc ça, c'est
c'est assez important. Néanmoins, c'est pas complètement idéal. Et des imprimantes, j'ai vu. Et les imprimantes. On peut imprimer nous-mêmes le dossier sur papier. D'ailleurs, il faut effacer une croyance trop souvent véhiculée. Certains permanenciers me disent encore, on ne peut pas imprimer le dossier, c'est limité, c'est limité. Pas du tout. Si vous voulez imprimer tout le dossier parce que vous en avez besoin, vous pouvez le faire. Néanmoins, comme je le disais, à la fois le barreau et les avocats de permanence sont obligés de compenser un peu ces difficultés, notamment de dossiers qui ne sont plus transmis sous forme papier, notamment en venant avec leur propre ordinateur. Pourquoi ? Parce que quand on imprime un dossier, on a tendance à imprimer les auditions, ce genre de choses, et puis on n'a pas vu le petit PV qui en fait pourrait être générateur d'une nullité ou d'un élément de contradiction qui pourrait servir au parquet pour balayer la pertinence de vos arguments. Résultat des courses, avec le temps, on a de plus en plus d'avocats de permanence, à raison d'ailleurs, qui prennent avec eux leur ordinateur portable pour une raison simple, c'est qu'ils copient-collent le dossier numérique et ils l'ont toujours en entier avec eux dans le cadre des permanences. Et pour ça, il faut être un peu équipé. Parce qu'évidemment, quand on travaille à la permanence, on a à la fois l'ordinateur fixe et puis à la fois son propre ordinateur, ce qui peut poser des problèmes de place, comme je le disais au préalable. Je pense que le rôle du bâtonnier et le rôle de l'ordre dans ce cadre-là serait peut-être de nous simplifier la tâche en militant pour que les locaux soient plus adaptés à ce travail nomade et d'urgence qui est celui des permanenciers. Donc ça, c'est le premier point que je suggère à nos candidats. Et d'ailleurs, vous et moi serons les témoins de leur action et les suivrons dans cette voie-là. Mais en tout cas, je pense qu'il faut que tous ensemble, on encourage et on soutienne les candidats, puis potentiellement futurs bâtonniers et futurs vice-bâtonnières, à porter leur combat auprès du parquet pour avoir des locaux moins exigus, qui soient plus... Alors, deux remarques, parce que on est allé, on y était encore récemment aux permanences P12, P4, on a fait il y a 2 semaines, mais on y est allé aussi pendant les JO cet été d'ailleurs avec toi, Julien. Et effectivement, il y avait la salle, normalement salle de presse, qui avait été mise à disposition pour les permanenciers pendant les JO. C'est vrai que ça donnait une respiration, même si ce n'est pas une salle qui est dans le bastion, ça donnait une respiration et un peu de place pour avoir plusieurs permanenciers. Et malheureusement, les locaux sont ce qu'ils sont. Et puis, donc tout à fait d'accord avec toi. Et si on pouvait effectivement pérenniser la solution salle de presse, à moins qu'il y en ait d'autres possibles, tu vas nous dire, parce que j'ai l'impression que là, il y a quand même des salles qui sont vides. Et puis le deuxième point, c'est que je vois qu'on a un des confrères qui nous écoutent ou consoeurs qui nous dit oui, il y a peut-être une imprimante, mais encore faut-il qu'il y ait assez de papier. Donc ça aussi, c'est noté. La tendance doit suivre, effectivement, comme on dit. Oui, parce qu'effectivement, on a vu une consoeur la semaine dernière qui avait imprimé plusieurs pages en une parce qu'il n'y avait pas assez de papier, donc il fallait qu'elle fasse le plus gros possible. Donc elle avait des écritures minuscules. Et en termes, effectivement, de qualité de travail, c'est un vrai sujet, oui. Alors, deux remarques sur ces deux observations. La première, c'est qu'effectivement, la salle de presse, elle était pas tout à fait adaptée en ce sens qu'il y faisait très chaud. En revanche, tu as tout à fait raison, Louis. La salle est grande et elle permet de s'étaler. Et c'est vrai que le rôle du bâtonnier dans ce cadre-là serait d'obtenir cette salle ou une autre et surtout de l'adapter à notre pratique parce qu'évidemment, cette salle de presse est à quelques dizaines de mètres du cœur de la permanence qui se situe, elle, au P12. Donc, c'est vrai que de ce point de vue, il y a sûrement quelque chose à mettre en place conjointement avec le ministère public qui pourrait aussi y trouver son compte au même titre que les magistrats du siège qui verront que la permanence étant plus efficace, les audiences se passent mieux. Ensuite, pour ce qui concerne le papier, c'est vrai que de ce point de vue-là, ça dépend un peu de la proactivité du référent présent sur place parce qu'en réalité, les bâtonniers précédents ont mis en place 2 choses. D'abord, une permanence du point de vue des fournitures, c'est-à-dire qu'en réalité, quand il manque du papier, il suffit d'en demander au bureau pénal qui en monte immédiatement. Donc techniquement, sous réserve de savoir à qui s'adresser, c'est tout à fait possible d'avoir du papier. Et la deuxième chose, c'est que parfois, malheureusement, on a des problématiques soit d'informatique, soit d'imprimante qui ne fonctionnent pas. Là encore, en fait, la proactivité du référent est très importante parce qu'on a un service de soutien informatique qui est présent le matin et qui fait le tour des imprimantes.
Donc, si le référent fait les bons diagnostics le matin, normalement, on ne rencontre pas de difficultés. Mais cela pose peut-être la question d'envisager ou de renforcer la formation des référents avec des réunions plus régulières sous l'autorité du bâtonnier et de la vice-bâtonnière afin de permettre de remonter plus facilement les difficultés et d'attirer l'attention des référents sur tel ou tel point. Parce qu'au final, les référents sont comme les permanenciers, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ont une permanence 2 à 6 fois par an, ce qui est relativement faible. Tant et si bien que sur une année, un référent peut ne rencontrer aucun problème. Et le jour où, en dépit de ses habitudes, il est confronté à de nouvelles difficultés, il peut avoir oublié de la manière avec laquelle il faut réagir. D'où l'intérêt peut-être d'envisager des formations plus régulières. Et c'est la raison pour laquelle la question de notre vieweuse ou de notre viewer est tout à fait pertinente. Alors, notre vieweuse ou viewer, maintenant que ça s'est chargé sur LinkedIn, j'ai le coupable et je le connais bien, il s'agit de notre confrère Bruno Welch, avec qui j'ai bossé. On a bossé ensemble une bonne dizaine d'années, Bruno, mais merci d'être là. Alors effectivement, tu parlais des référents. Une consoeur, effectivement, lorsqu'on est allé aux permanences échanger, nous disait que le travail des permanenciers était très, très impacté par le profil et le savoir-faire du référent. Peut-être tu peux nous redire un mot justement sur l'état des lieux en matière de formation et puis quand tu dis qu'elle devrait peut-être être développée davantage, est-ce que tu peux nous préciser ça? Alors, aujourd'hui, les référents sont recrutés à partir d'une certaine ancienneté à la permanence pénale. Je crois que c'est 5 ou 7 ans. Et l'idée, c'était d'ouvrir un peu comment dirais-je, le pool de référents pour se renouveler et surtout pour être un peu plus nombreux parce qu'on a fait le constat que finalement, le fait d'être référent n'attirait pas les foules. Pourquoi? Parce que être référent, ça implique en quelque sorte de renoncer aux comparutions immédiates et donc à la plaidoirie en matière de défense pénale d'urgence, même si bien sûr on peut toujours faire à côté de ça des gardes à vue ou de la commission d'office. Mais en tout cas, ça ferme les portes de la comparution immédiate. Et une formation a été mise en place, notamment une formation sur l'utilisation de l'outil informatique. Depuis que tout ça a été mis en place, je crois savoir, mais je ne suis pas le plus spécialiste en la matière puisque je ne suis pas le chef du bureau pénal, je crois savoir qu'on a recruté une dizaine de référents, ce qui est peu finalement comparé à la centaine de référents actuels qui, eux, n'ont peut-être, je dis bien peut-être, pas suivi cette nouvelle formation. En tout cas, c'était dans les tuyaux et il appartient au futur bâtonnier, à la future vice-bâtonnière, de peut-être processualiser, d'institutionnaliser davantage cette mise en place de formation, tout en, encore une fois, remontant davantage ce que vivent les référents au quotidien. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les référents, désormais, à l'issue de chaque permanence, font un rapport. C'est quelque chose de nouveau et j'ai contribué à le mettre en place, donc je vais estimer que c'est bien, même si ça peut être soumis à critique. Mais on fait remonter les informations à Elisabeth Grabli, qui est la chef du bureau pénal. Et Elisabeth Grabli est vraiment une personnalité au bureau pénal qui est absolument essentielle parce qu'en fait, elle est la pierre angulaire entre d'un côté les référents, les permanenciers, et de l'autre, l'ordre bâtonnier, vice-bâtonnière. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et je pense qu'effectivement, on devrait pouvoir exploiter toujours davantage ces rapports du référent pour améliorer la prise en charge des permanences. Ça, c'est vraiment important qu'en fait, tous les référents et tous les permanenciers aient une exacte et une égale connaissance de la situation quotidienne rencontrée dans ces permanences. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qu'on a compris aussi, c'est que ce qui était important pour les permanenciers, c'était d'avoir un référent qui était vraiment là en permanence et peut-être jusqu'à la fin de leur mission. Et quelqu'un avait évoqué peut-être la possibilité d'avoir un référent le matin et un référent l'après-midi, parce qu'en fait, ce sont finalement des mandats extrêmement lourds et ça peut se terminer à des heures extrêmement tardives. Est-ce que ça te paraît constructif? Alors, d'avoir un référent qui reste jusqu'à la fin, ou à tout le moins joignable jusqu'à la fin, ça me semble absolument essentiel. La règle consistait à dire que le référent pouvait partir au moment où tous les dossiers avaient été distribués. En réalité, il n'y a pas d'horaire. Les dossiers peuvent être tous distribués à 17 heures, comme il faut pouvoir parfois attendre 20 heures, pour une raison simple, c'est qu'on a ce qu'on appelle les dépôts midi,
et les déferments se font assez tardivement dans la journée, tant et si bien qu'on a la certitude que le dossier sera appelé qu'à partir de 17, 18, 19, 20 heures. Donc pour moi, le référent doit rester au moins jusque-là et en tout état de cause. Et rester joignable et disponible pour pouvoir intervenir le cas échéant s'il y a une difficulté. Maintenant, avoir un référent le matin et l'après-midi, je trouve ça un peu moins pertinent pour la raison suivante, c'est qu'en fait, les dossiers du matin sont nécessairement appelés l'après-midi, c'est-à-dire que les permanenciers travaillent le matin sur le dossier et ces dossiers-là sont appelés à partir de 13h30. Tant et si bien qu'un référent qui débarquerait l'après-midi n'aurait pas connaissance de ce qui s'est fait le matin, alors que c'est précisément le matin qu'on identifie les potentielles difficultés. Ça peut être des conclusions de nullité, ça peut être une demande de supplément d'information qui va être soulevée par un confrère, ça peut être une demande de renvoi qui pourrait poser difficulté quand bien même le renvoi est de droit en matière de comparution immédiate, ça peut être un problème d'avocat qui n'a pas pu voir son client dans les temps du fait d'un embouteillage au sein des box pour recevoir les clients. Donc en réalité, je ne crois pas qu'on puisse morceler la permanence. En revanche, on peut tout à fait envisager que les référents restent plus longtemps ou à tout le moins jusqu'au dernier dossier distribué. Moi, ça me semble essentiel et quand je suis référent, je reste joignable même à l'issue du dernier dossier distribué, non sans avoir fait mon petit tour des salles d'audience au préalable en m'assurant que tout le monde ait bien mon numéro de portable. Après, bon, je suis toujours à côté puisque je suis à 10 minutes, un quart d'heure du palais pour gérer un incident. Voilà. Là-dessus, tu rejoins tout à fait ce que Guillaume Grèze nous disait aussi, notre confrère Guillaume Grèze, qui est aussi un référent et qui lui aussi dit, quitte à ce que, voilà, il y ait un peu plus d'efforts à faire de part et d'autre, d'ailleurs pour l'ordre aussi, vis-à-vis des référents, que les référents restent, alors toi tu dis 20 heures, mais restent en tous les cas joignables, d'astreinte si j'ose dire, et facilement revenir au tribunal, c'est très important. Finalement, le référent, c'est la présence de l'ordre, des avocats dans les audiences de pénal d'urgence. Nos amis magistrats, par la force des choses, ils y sont aussi jusqu'à la fin des audiences. Donc, il y va aussi un peu de l'image du barreau par rapport à l'image de la magistrature. Il faut que, alors bien sûr, les permanenciers, ils sont là parce qu'ils défendent leur dossier jusqu'à la dernière audience, mais le magistrat, lui, il s'est tapé aussi tous les dossiers et toute son audience. Donc, voilà, il y a un côté parallélisme et même respect un peu des formes qui est important, me semble-t-il. Donc, tout à fait d'accord là-dessus, il faut qu'on organise ou qu'on forme en tous les cas les référents à rester, à se responsabiliser jusqu'à la fin. Bon, j'ai entendu dire que certains, une fois après avoir distribué les choses, vers 2 heures de l'après-midi, finalement, ça devenait beaucoup plus cool parce que les confrères permanenciers partent aux audiences et que voilà. Ça, effectivement, ça ne va pas. D'ailleurs, il pourrait y avoir des incidents, il pourrait y avoir des choses dont on va parler des incidents un petit peu après, qui pourraient être traités aussi à ce niveau-là, au niveau des référents. Bien sûr. Et alors, dans cet esprit, si tu veux, je pense qu'on a évoqué tout à l'heure le fait que l'ordre et les bâtonniers et vice-bâtonnières soient au contact des référents. Je pense qu'une des idées à développer de ce point de vue-là, c'est d'organiser au moins tous les ans une rencontre entre les permanenciers et les magistrats, à la fois du parquet et du siège, pour la raison que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est l'image du barreau, ou en tout cas son prolongement au sein des audiences pénales. Et c'est important que les magistrats puissent nous faire savoir ce que souhaitent et qu'ils le fassent savoir directement aux référents. Par ailleurs, c'est important aussi que les référents aient, pour avoir une image, un visage aux yeux des magistrats. C'est-à-dire qu'il faut que les magistrats les voient et les identifient comme tels. Et je pense que ça viendrait fluidifier les relations. Donc, je pense que au moins une fois par an, il faudrait organiser une réunion avec magistrat d'un côté, référent de l'autre, avec, bien entendu, la présence du bâtonnier et de la vice-bâtonnière. Ça me semble complètement essentiel. Alors, un autre point à propos des permanences, et puis après on fera la deuxième partie sur
sur les incidents. Que penses-tu du droit de suite? Je m'explique pour éventuellement nos auditeurs qui ne sauraient pas trop, mais voilà, typiquement, un avocat fait la garde à vue au commissariat. Est-ce que ça serait une bonne chose de pouvoir permettre le droit de suite et puis d'audience à audience, c'est-à-dire à la permanence être là et puis éventuellement si on a un renvoi ou voilà qu'il puisse que ce soit le même avocat qui puisse suivre le dossier puisqu'on en est à cette connaissance effectivement et ce suivi des dossiers par le référent, ça marche aussi pour les permanenciers, pour les avocats. Alors, le droit de suite, c'est l'histoire de la confrontation entre deux intérêts complètement contradictoires. Le droit de suite a été mis en place notamment pour limiter les abus, ce qui avait été constaté notamment en garde à vue avec des avocats qui se faisaient désigner dans des conditions qui, selon moi, n'étaient pas tout à fait acceptables parce qu'en réalité, le client n'avait pas fondamentalement consenti à conserver cet avocat. Et par ailleurs, la deuxième difficulté, c'est qu'en réalité, l'usage massif du droit de suite pouvait complètement vider une permanence de comparution immédiate de sa clientèle, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver avec une permanence qui ne serait pas alimentée de dossiers puisque tous les avocats qui auront été de permanence garde à vue au préalable auraient en quelque sorte capté cette clientèle. Donc ça, c'est les difficultés auxquelles on est confronté d'un côté. De l'autre, il y a quand même un principe qui me semble fondamental, c'est que le client choisit librement son avocat. Oui. Librement son avocat. Et dans ces conditions, à partir du moment où l'avocat est désigné par le client, il me semble difficile de s'y opposer dans la mesure où le client paye lui-même les honoraires. Voilà. En revanche, en ce qui concerne un droit de suite potentiel avec une commission d'office annexée en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il est demandé au bâtonnier un droit de suite avec commission d'office, là c'est un peu à la discrétion du bâtonnier. Donc il est très difficile de répondre à cette question. À mon sens, le système actuel reposait quand même sur un certain équilibre, qui permettait de ne pas vider les permanences comparution immédiate. Maintenant, dans certaines hypothèses, il faut bien reconnaître que la liberté du choix de l'avocat n'était pas complètement respectée. Et d'ailleurs, ce sujet est venu à un conseil de l'ordre, je crois, d'il y a 1 an et demi environ, et les membres du conseil, bien qu'ils avaient conscience des exigences de part et d'autre, n'ont pas réussi véritablement à se positionner. Donc dans ce cas-là, moi ce que je vois, c'est que le rôle du bâtonnier, il ne doit pas être immédiatement de trancher. Il doit être d'abord de provoquer un débat au sein du Conseil de l'ordre, débat qui sera fondé sur un rapport qui exige notamment que les avocats eux-mêmes soient consultés, ayant bien sûr ces avocats-là conscience de cet équilibre à respecter, et ensuite prendre une décision à l'issue de ce débat en Conseil. Et je vous invite notamment à consulter l'excellente Elisabeth Grabli, qui elle a un vrai retour statistique sur la situation. C'est-à-dire qu'en fait, Elisabeth Grabli, c'est la mémoire de nos permanences. Et elle aussi, elle a son mot à dire, et je pense que c'est très important de l'impliquer pour faire l'exact diagnostic et pouvoir permettre au Conseil de l'ordre, sous l'impulsion du bâtonnier, de prendre la bonne décision. Voilà, pour moi, c'est plus une question de méthode que de décision finale, parce que je crois que c'est quelque chose que l'on ne peut pas trancher comme ça d'un revers de la main. Il faut un vrai débat. Non, mais bien sûr. Alors moi, je pense que effectivement, dans tes catégorisations, il n'y a aucun problème. Si le client paye son avocat, il le choisit, il n'y a pas de sujet. Non, le seul sujet, c'est effectivement une commission d'office en garde à vue, suivie par un déferment, une comparution immédiate et savoir si l'avocat, alors si le client le veut, mais effectivement, tu introduis aussi une autre chose, si le client et l'avocat aussi le veut, qu'il y ait une possibilité de droit de suite parce qu'il aura connu du dossier avant. Voilà. Casuistique certainement à faire. Je pense que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas forcément de règles générales, mais en revanche, il me semble que l'informatique, notamment, devrait aider. Alors, je pense que les policiers n'iront jamais jusqu'à mettre dans un dossier informatique qui est l'avocat, ou si on leur demande
de mettre dès la garde à vue un petit truc informatique pour avoir la possibilité de faire ce droit de suite. Je pense qu'il faudra inventer quelque chose au niveau de l'ordre de Paris pour que l'avocat qui ne serait pas contre, si le client le veut, suivre le dossier après en audience, puisse le signaler via une application laquelle s'interfacerait avec la permanence pénale pour que les référents soient au courant. Donc, il y a un petit quelque chose peut-être à inventer là qui permettrait de prendre des décisions au cas par cas, mais beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Alors ça me fait plaisir d'entendre parler de technologie dans les permanences pénales, parce que c'est vrai que malheureusement, dans ce genre de cas, on est complètement soumis à l'incurie du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur, qui ont des logiciels qui datent du Moyen-Âge. Mais tu as raison, du côté du bâtonnier, il peut y avoir quand même un petit investissement qui permette de simplifier énormément de choses de ce point de vue-là. Et cette histoire de droit de suite me permet d'ailleurs de rebondir sur une autre question à laquelle vous serez peut-être confronté. En tout cas, j'ai vu qu'un de vos concurrents en parlait. C'est la question de savoir si on maintenait le monopole des secrétaires de la conférence sur la commission d'office en matière criminelle. J'ai quand même ma petite idée là-dessus. On est là pour parler des sujets qui fâchent. Voilà, mais je pense qu'il faut en parler. Moi, de mon côté, j'ai pas mal cheminé pour avoir vu le travail des secrétaires de la conférence au quotidien. Et surtout, j'ai réfléchi en termes statistiques pour considérer que c'est une très mauvaise idée de retirer ce monopole. Parce qu'en réalité, les consoeurs et confrères, et ils ont raison, nous disent bah oui, mais nous aussi, on voudrait toucher des dossiers criminels, c'est pas normal, il y a un monopole, etc., etc. Le problème, c'est que si on fait une statistique précise des dossiers criminels qui peuvent être touchés par les permanenciers, on s'aperçoit que ce nombre est proche de 0. Parce qu'il y a 1000 permanenciers sur les listes, voire 1200 certaines années. Il faut savoir que l'école de la défense pénale, qui rencontre un succès croissant depuis des années, parce qu'à chaque fois, il y a entre 800 et 1000 candidats qui se présentent, ce succès induit une augmentation progressive de ce nombre d'avocats sur les listes. Or, quand on met en balance, d'un côté, le nombre de permanenciers et de l'autre, le nombre de permanences à pourvoir en matière criminelle, on s'aperçoit que statistiquement, dans sa vie, un permanencier aura au plus 2 dossiers criminels. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les secrétaires de la conférence ont une organisation propre qui leur permet de répondre très rapidement aux demandes des magistrats. Et on a interrogé les magistrats en leur disant « Mais qu'est-ce que vous pensez de l'intervention des secrétaires de la conférence ?» Et ils nous expliquent toute la fluidité qu'il y a à travailler en matière criminelle, qui sont des dossiers très spécifiques, avec des confrères bien identifiés. Et d'ailleurs, tous les avocats pénalistes le voient. Dans chaque cabinet de juge d'instruction, on a une liste des secrétaires de la conférence que l'on peut appeler directement en urgence. Donc, à titre personnel, et je mets ça dans le bucket des réflexions que vous aurez à mener, je considère qu'en réalité, ce monopole des secrétaires de la conférence sert la défense. Et la défense, quand on est avocat pénaliste, à plus forte raison commis d'office, je pense que ça doit être le cœur de notre métier qui traduit aussi une forme de désintéressement. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que ce monopole a du bon, et je crains que bouleverser les équilibres de ce point de vue-là puisse desservir en quelque sorte la défense qui est le cœur de notre engagement. Donc, je vous mets dans le bucket. Mon opinion, moi-même, pourrait changer, mais je considère en l'état que c'est mieux comme ça. Je ne sais pas ce qu'en pense le chat, parce que le chat est silencieux, mais contredisez-nous. Mais en tous les cas, moi, si je peux me permettre, je trouve que c'est une question intéressante, mais j'ai un côté pratico-pratique dont je m'excuse par avance, qui est que pourquoi on réfléchit, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne, quoi. Donc, pour l'instant, je pense qu'en tant que bâtonnier, vice-bâtonnier, on aura beaucoup de choses à faire sur des choses qui ne fonctionnent pas ou pas assez bien. Là, pour le coup, on a quelque chose qui marche. Alors, on peut se poser des questions, on peut y réfléchir, mais l'urgence, c'est de fixer ce qui ne marche pas. Voilà. Déjà. Exactement. Et comme on se rapproche du moment où on va parler des incidents, il y a 2-3 choses qui marchent pas bien et sur lesquelles il faudrait s'investir. En matière de permanence, on a quand même 2 difficultés et une troisième qui vient se surajouter.
La première difficulté, c'est qu'on peine toujours à intervenir dans le cadre du déferment. Quand vous êtes présenté au procureur de la République, la règle, c'est que le procureur nous rencontre avec l'avocat. Oui. Simplement, pour la faire courte, le texte étant relativement mal écrit, il y a une circulaire qui a été éditée et qui permet en réalité de simplifier le processus et qui permet que l'avocat rencontre directement le procureur avec le client. Il se trouve que ça se fait comme ça partout. On a fait une étude auprès des barreaux limitrophes et des barreaux de province. Et ça ne se fait pas à Paris. Donc là, il y a un petit travail à faire, à la fois au niveau des consoeurs et confrères pour leur apprendre à mettre le pied dans la porte. Parce que quand je suis référent, moi, c'est ce que je leur explique. Mettons le pied dans la porte. Et si vous êtes occupé, moi, référent, je vais mettre le pied dans la porte pour vous. Donc ça, ce serait peut-être à généraliser. Et puis de l'autre côté, attirer l'attention des parquets pour leur expliquer qu'en fait, ce moment du déferment, c'est un moment qui est important parce que ça leur permet de voir les avocats avec leurs clients, de créer du lien et donc de fluidifier la qualité de l'audience qui va se tenir quelques minutes ou quelques heures plus tard. La deuxième chose, c'est les fouilles. Vous savez que l'avocat peut consulter la fouille de son client et en permanence, c'est essentiel parce que le client, en général, a dans son téléphone portable les numéros de téléphone de ses proches qui peuvent être utiles pour avoir des attestations, des témoignages, des pièces de personnalité, ou ils ont parfois sur eux des documents, des ordonnances, des attestations de domicile qui peuvent être importants. Le problème, c'est qu'il y a des embouteillages au niveau des escortes, tant et si bien que la règle est devenue, finalement, la fouille, c'est non, et c'est l'APCARS qui fera son enquête de personnalité. Sauf que ce n'est pas satisfaisant parce que l'avocat doit accéder librement à son client, ce qui induit qu'il ait accès libre à la fouille. Cependant, un accord a été signé entre le barreau et le parquet qui consiste à dire d'accord, l'avocat peut consulter la fouille, mais il le fera au dépôt, donc tout en bas. Or, si vous avez 4 clients, le temps de descendre, de remonter, de consulter la fouille, sous réserve que vous ayez pensé à demander le code de téléphone portable du client, ce qui est quand même une introduction en termes de données personnelles assez contestable, eh bien, ça vous prend 20 ou 30 minutes. 20 ou 30 minutes multipliées par 4 clients, ça fait 2 heures. Donc, ça perturbe la permanence. Donc, à nous de trouver des solutions pour améliorer cet accord et aboutir à une solution plus satisfaisante. Et puis, la troisième difficulté que rencontrent les permanenciers, c'est que vous savez que depuis la loi DA2DU, désormais, les règles en matière de garde à vue ont sensiblement changé, notamment avec la suppression du délai de carence. Et ça a un peu fait paniquer les policiers, alors même que ça n'a pas changé grand-chose. Et depuis l'entrée en vigueur de cette loi, on remarque quand même une statistique assez étrange, c'est que d'un coup, le taux de recours à l'avocat de permanence en garde à vue a sensiblement chuté. C'est quand même très bizarre. Oui. Et ça nous interroge sur une réforme qui pourrait être menée avec le CNB qui consisterait à imposer la présence de l'avocat au cours du premier entretien pour attirer l'attention de la personne sur la faculté qu'elle a de se faire assister. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a le sentiment qu'en réalité, les policiers, a fortiori dans le cadre de cette réforme, ont tendance à décourager les mises en cause d'avoir recours à un avocat, avec cet argument qui est toujours le même, ça durera plus longtemps et donc vous ne sortirez pas de sitôt. Bon, je trouve ça assez contestable et je pense que le moyen de le contourner, ce serait que le barreau de Paris soutienne le CNB dans le cadre d'une réforme, par exemple. Ça, j'ignorais ça, l'impact très exactement contraire à ce qu'on attendait de cette nouvelle loi qui oblige effectivement d'attendre l'avocat en garde à vue. J'ignorais que ça a eu un effet exactement inverse. Complètement. Ça a eu un effet complètement inverse et je pense qu'il faut réfléchir aux solutions à court et moyen terme pour aller un peu plus loin. Et je trouve ça intéressant dans le cadre de votre programme. Et là, pardon, autant j'essaie de vous challenger un peu, mais là, je vais quand même souligner un point intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que je suis élu au CNB. Je suis très favorable à ce que le CNB soit le porte-parole de la profession d'avocat. Néanmoins, je pense que les ordres doivent être proactifs et en particulier le barreau de Paris. Je connais ton amour, cher Louis, pour les affaires publiques et je pense que la solution pourrait venir de là. C'est-à-dire que le CNB, l'ordre et la conférence des bâtonniers, ensemble, travaillent à la création d'une réforme qui permette une systématisation de l'intervention en garde à vue, de l'intervention de l'avocat en garde à vue. Et ça, c'est important parce que, outre les affaires publiques et l'influence
que tu appelles de tes voeux, il faut en même temps que l'ordre de Paris soit apte à répondre à la demande. Nous en sommes capables. Il faudra simplement une impulsion de votre part. Maintenant, je pense que dès maintenant, il faut que vous puissiez donner les garanties pour permettre cette intervention systématique en garde à vue qui reviendrait à doubler, voire tripler le nombre d'avocats qui peuvent être de permanence. Aujourd'hui, je crois que c'est plafonné à 60 ou 70 pour les gardes à vue. Donc, j'attire votre attention sur le fait qu'il faudra peut-être vous adapter un peu. Je sais que vous en êtes capable, à la fois d'un point de vue purement fonctionnel, institutionnel, et de l'autre, d'un point de vue influence, affaires publiques, le CNB. En tout cas, moi, je compte sur vous pour nous aider dans cette démarche. Voilà. Tu as tout à fait raison. Pour conclure cette première partie et passer aux incidents, je dirais qu'en plus, comme tu le sais, Karine et moi, on connaît bien le CNB. Hein, on a fait 2 mandats chacun et ensemble là-bas. Donc, en cumulé, c'est 12 années de mandat au CNB que nous représentons. Et puis, deuxième point très important, cette question que tu viens de relever pour la garde à vue est bien plus large que la garde à vue. En fait, c'est un combat très important qui est le combat du droit à l'avocat, du droit d'avoir un avocat et de pouvoir s'entretenir avec son avocat de son choix de façon confidentielle. Si on avait un droit fondamental à avoir un avocat de son choix pour s'entretenir avec lui ou elle de façon confidentielle, la plupart, ce qui paraît être un droit finalement minimum, la plupart de nos problèmes seraient réglés, y compris même le secret professionnel, etc. Beaucoup de choses seraient réglées. Mais bon, on dépasse de très loin notre sujet. Voilà. Mais moi, pour nous, c'est un combat. Le droit à avoir un avocat de son choix et pouvoir s'entretenir avec lui ou elle de façon confidentielle, c'est le but ultime. Voilà. Passons à des problématiques peut-être plus pratico-pratiques, mais néanmoins tout à fait intéressantes et symptomatiques, les incidents. Alors, les incidents, qu'est-ce que je peux… Alors, les incidents, c'est vraiment une problématique qu'on rencontre régulièrement et pour laquelle le rôle du bâtonnier me semble essentiel. Et en réalité, la gestion des incidents, elle se fait pas tant de façon visible. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un peu oublier cette légende, à mon sens, du bâtonnier tout-puissant qui interviendrait avec sa robe épitaugée et qui mettrait les magistrats au pas. Je crois que cette image d'Épinal doit être abandonnée et d'ailleurs, elle l'a été très largement à l'initiative de la bâtonnière Julie Couturier et en ce sens renforcée par le bâtonnier Pierre Hoffman qui doivent être salués ici. Et on s'aperçoit que ce qui a permis un temps de gérer les incidents facilement, c'était en réalité toutes les relations qui se faisaient avocat, magistrat et plus précisément bâtonnier, chef de juridiction en coulisses. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important d'investir ce champ-là parce que pour nos avocats qui rencontrent des difficultés et qui en particulier sont confrontés à des incidents, c'est à ce moment-là qu'on voit si un bâtonnier a été efficace. C'est dans sa manière de gérer les incidents et en général, ça se résout de façon assez simple. En matière pénale, on a un process à peu près bien régi. La situation est la suivante. Un avocat rencontre un incident, donc ça peut être le ton qui monte, ça peut être un magistrat qui refuse de donner acte à un avocat de propos qui aura été tenu, ça peut être une demande de renvoi refusée, ce genre de choses. Et ce qu'on souhaite, ce qu'on a aimé voir mis en place, c'était le fait de pouvoir demander une suspension d'audience pour faire appeler le bâtonnier ou son représentant, pour faire appeler un chef de juridiction ou son représentant et calmer ça tranquillement à l'arrière de la salle d'audience pour que la tension diminue et que les relations avocat-magistrat puissent être les meilleures possibles. Alors, ça induit beaucoup de choses parce qu'en réalité, ça fait appel à des notions de process. Est-ce que tous les avocats sont bien au courant qu'il faut procéder comme ça? Est-ce que les magistrats eux-mêmes feraient droit à une demande de suspension? On sait que ce n'est pas toujours le cas. Pour les magistrats, le réflexe bâtonnier chef de juridiction. C'est légal, c'est légal. Oui, non, bien sûr, mais en tout cas, il faut le
c'est un truc qu'il faut encore peut-être un peu travailler parce que je crois que c'est pas remonté partout parce que cette demande de suspension est toujours vécue comme un effort du côté de l'avocat et comme une concession parfois difficile pour le magistrat, comme si finalement son pouvoir de police était un peu remis en cause, alors qu'en fait c'est quelque chose de tout à fait anodin et quand c'est expliqué dans les colloques, dans les réunions, c'est très bien pris. Donc, à mon sens, le premier rôle du bâtonnier, c'est de fluidifier tout ça et de le rendre de plus en plus automatique, comme un réflexe de bons process. La deuxième chose, c'est la question de la confiance, évidemment. La confiance, ça induit que nous soyons justes avec toutes et tous. Faut surtout pas risquer la critique d'un côté de nos confrères qui considéreraient qu'on fait montre de connivence. Ça, c'est extrêmement important parce que pour que nos consoeurs et nos confrères nous fassent confiance, il faut pas faire de connivence, il faut rester juste. Et dans les mêmes conditions, il faut être juste côté magistrat parce que si on prend systématiquement le parti sans avoir un peu instruit l'incident, c'est-à-dire sans s'être renseigné sur ce qui est pensé de part et d'autre, là, on risque de perdre aussi la confiance des magistrats et donc de perdre le bénéfice de l'intervention du bâtonnier. Et ça, je pense qu'il faut que tout le monde en ait conscience et surtout qu'il faut que les consoeurs et confrères nous puissent facilement en confiance nous faire remonter ce type de difficultés. Donc, c'est un travail à faire qui est un travail de terrain et qui est finalement un travail absolument passionnant quand on est bâtonnier et vice-bâtonnière, je pense. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le process, la confiance et surtout le faire savoir. C'est vraiment important de voir et d'être vu pour que les avocats aient vraiment le réflexe de nous appeler. Voilà. Oui, alors sur ce sujet-là, deux réactions immédiatement, mais je passerai aussi la parole à Karine qui aura certainement des choses à dire. Le premier point sur l'aspect chef de juridiction avec le bâtonnier, vice-bâtonnier au niveau des discussions qui ont lieu mensuellement à l'effet d'améliorer les relations avocat-magistrat. Effectivement, tu as tout à fait raison, c'est très important et ça se passe plutôt bien à ce niveau-là, en tous les cas avec le président actuel que nous connaissons bien, que Karine surtout connaît très bien, mais ça se passe plutôt bien. Alors, il va changer peut-être un jour, un moment, mais bon. En revanche, ce qu'il n'y a pas dans ces réunions-là, ce qu'il n'y a pas et ce que nous voulons mettre en place, c'est le reporting des incidents. C'est-à-dire qu'on est au courant de certains incidents, etc., mais ce qu'il faudrait, c'est avoir une tenue effective, pratico-pratique des incidents qui ont eu lieu pendant le mois qui vient de passer. Qu'il y ait un peu des statistiques d'incidents qui puissent être remontées au bâtonnier afin que le bâtonnier puisse dire, écoutez, Monsieur le Président, au lieu de nous dire que tout va très bien, Madame la Marquise, un peu ça, voilà, paf, ça c'est notre reporting, voilà, X incidents ce mois-ci avec telle et telle personne, etc. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, qui me paraît très important aussi, c'est des retours que j'ai eus, notamment de jeunes consoeurs qui m'ont parlé justement d'incidents chez le juge d'instruction et qui ont eu nos confrères ou consoeurs délégués du bâtonnier qui est venu. Et en gros, elles se sont trouvées qu'elles s'étaient fait un peu engueuler par le délégué du bâtonnier en sortant du cabinet du juge d'instruction. Il a dit « il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça, etc. » Et donc, pas très soutenu par l'ordre. Là, pour le coup, et c'est pour ça que je dis Karine aura certainement des choses à dire, parce que Karine et moi, nous faisons de l'amiable, Karine encore plus que moi, et effectivement, il me semble que le rôle du bâtonnier, du vice-bâtonnier, de nos délégués en matière d'incident n'est pas d'aller juger les uns ou les autres, n'est pas d'aller donner tort aux magistrats ou donner tort à nos confrères et consoeurs. Ce qui, et ça touche la question de confiance que tu as dit, ce qui entamerait la confiance que les magistrats ont en nous ou nos confrères ont en nous ordre, mais c'est de restaurer justement une relation sereine, équilibrée, restaurer le dialogue. Karine, là-dessus, effectivement, moi je me demande s'il n'y aurait pas là aussi, au moins pour les délégués du bâtonnier, ou pour nous-mêmes, un petit peu des formations. Alors, ceux qui sont déjà formés comme nous à l'amiable, ça va bien, mais d'avoir justement, voilà, c'est mettre de l'amiable
dans la relation avocat-magistrat en réalité. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on est sur une solution à trouver qui corresponde aux besoins de chacun. On a des préoccupations particulières et des besoins particuliers comme avocat. Les magistrats ont une manière différente de voir. Et ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que finalement, les choses ne se sont pas améliorées quand même ces dernières années depuis qu'on a ce nouveau tribunal judiciaire. C'est ce que nous disent aussi finalement les magistrats. C'est ce que tout le monde dit. C'est-à-dire qu'en réalité, moins on se voit, moins on se connaît et moins ça va. Et il y a aussi tout un travail à faire pour rapprocher avocats-magistrats avec peut-être un travail commun. Tu parlais tout à l'heure de lobbying, mais on est aussi sur des espaces à créer pour qu'il y ait vraiment un échange beaucoup plus fluide de pratiques et de quotidien, qu'avocats et magistrats se connaissent mieux. Parce qu'en réalité, là, ils se connaissent pas, il y a un défaut de confiance, une habitude perdue finalement de travail commun et quelque chose à construire. Donc on l'a envisagé sur le travail des commissions vertes, qui seraient des commissions d'experts réunissant en particulier avocats, magistrats, peut-être universitaires aussi, pour vraiment leur redonner l'habitude de réfléchir ensemble, peut-être aussi des réunions régulières, mais plus finalement conviviales, mais avec des grandes thématiques professionnelles, des réunions par spécialistes de matière. Et ça, c'est aussi permettre d'avoir plus l'habitude de se parler et donc peut-être d'évacuer plus facilement, en fait, de régler plus facilement les difficultés quand elles se présentent. Alors, il reste quand même des difficultés particulières dont j'aimerais parler avant de terminer. C'est les incidents qui sont relatifs aux demandes de renvoi. Vous voyez de quoi je veux parler. Nous étions présents, Karine et moi, lors de cette audience il y a quelques semaines à la Cour d'appel de Paris, où il était question effectivement d'une demande de renvoi que l'ensemble de nos confrères et consoeurs pour les autres mises en cause ont soutenu. Une audience très longue pour un renvoi finalement très court, oui. Et assez simple, qui est lié soit à l'état de grossesse, soit à l'état de jeune mère en l'occurrence. Mais on a eu aussi le cas de consoeurs, je pense à Fanny Vial, qui va du coup d'ailleurs intervenir, j'en profite pour faire une petite pub, à une conférence que nous faisons demain soir à la Moda. Sur être avocate en 2024. Voilà. Et donc Fanny Vial, notre consoeur, qui avait perdu les os à l'audience. Voilà, donc typiquement, on a quand même des cas de demande de renvoi qui paraissent, j'allais dire, que la nature impose et qui ne sont pas entendus par les magistrats. Pour beaucoup, on est dans le domaine de l'incident. Pour beaucoup, c'est la manifestation d'une détestation des juges envers les avocats. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il ne faut pas imaginer autre chose? Ou est-ce que, moi je pense, peut-être plus simplement que les magistrats ne connaissent pas en fait notre exercice professionnel, ou pas assez bien notre exercice professionnel, ne se rendent pas compte qu'il n'est pas possible pour les avocats de se faire remplacer au pied levé dans des dossiers, même lorsqu'ils sont dans des cabinets structurés. Bien sûr, c'est plus facile, mais c'est néanmoins pas toujours possible de se faire remplacer avec une audience de plaidoirie, notamment, voilà, une audience de procédure à la limite. Mais... Donc, ils ne se rendent pas forcément compte de cela et que c'est peut-être pas une détestation, mais est-ce que finalement c'est l'avocat quotité négligeable et remplaçable au gré des événements? Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Oui, parce que, c'était effectivement tout le sujet évoqué à cette audience, où là, la consoeur, sachant parfaitement que l'audience allait tomber pendant son congé maternité, avait prévenu, mais des mois à l'avance, de son impossibilité d'être là. Et tout le sujet était de savoir si elle aurait dû finalement se faire remplacer par un autre confrère. Donc, c'est un sujet qui est particulier, en particulier en matière pénale, parce qu'il y a un lien quand même. Oui, bon, ça pourrait être partout. Alors, Julien, il reste 6 minutes. Oui.
c'est vrai que j'ai tendance à ne jamais parler d'un incident dont je n'ai pas été témoin, mais de façon générale, il est évident que certaines demandes de renvoi et refus de ces demandes, liées notamment à l'indisponibilité de l'avocate ou de l'avocat, c'est souvent incompris par les magistrats, alors qu'il est dans le cœur de notre métier de considérer qu'on est choisi intuitu personae, c'est-à-dire que la personne nous a choisi pour que ce soit nous qui plaidions ou plus généralement notre cabinet qui plaide. Et quand les avocats ne sont pas disponibles, un remplacement au pied levé par quelqu'un qui n'est pas connu par le client vient balayer d'un revers de main la confiance qui lie cet avocat et ce client. J'en profite d'ailleurs pour attirer votre attention sur un projet, je crois que c'est un règlement qui a été pris par un barreau, je ne sais plus lequel, qui considérait que désormais, les avocates enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse, étaient toujours prioritaires pour plaider. Et je trouve ça absolument génial. Parenthèse fermée, je trouve que ce serait top de mettre ça en place. C'est dans notre programme. Je vote pour. Écoutez, voilà, très bien. Je vote pour aussi. En tout cas, voilà, ça permet d'attirer, parce que ce truc-là a eu un vrai succès, et comme quoi c'était une demande des confrères et consoeurs que les choses soient claires et que tout manquement à la règle soit passible d'une sanction déontologique. Parenthèse refermée, je suis complètement d'accord avec votre diagnostic général. J'attire pour mon dernier propos votre attention sur un point. Ce qui nous est beaucoup reproché, c'est souvent une certaine forme de manque de réactivité. C'est une critique qui est objectivement vraie, mais qui est parfois un peu injuste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au barreau de Paris, on est 35 000 avocats. Bien sûr, tous ne plaident pas, mais il n'y a que 42 membres du Conseil de l'Ordre pour gérer en quelque sorte les incidents de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'avocats plaidants. Et c'est là qu'il faut être un peu malin, et c'est le défi qui est le vôtre. C'est parce que, en dépit de l'investissement maximal des 42 membres du Conseil de l'Ordre, on ne peut objectivement pas faire face aux demandes qui sont faites, consistantes à solliciter du membre qu'il se déplace. Or, le fait de ne pas se déplacer est souvent mal perçu par des confrères et consoeurs qui ont objectivement une vraie difficulté, qui subissent un vrai incident. Et c'est là qu'il va falloir faire montre d'innovation pour pouvoir faire face à cette demande. Quand on prend un barreau comme Bordeaux qui compte 2000 ou 3000 avocats, je ne sais plus, qui a 32 membres du Conseil de l'Ordre, on comprend qu'avec 20% de moins de membres du Conseil, c'est plus facile quand on a 10 fois moins d'avocats à gérer. Là, à Paris, on a cette vraie question qui se pose. 15 fois moins même. Ouais, et c'est vrai qu'il faut trouver à ce moment-là peut-être les solutions. Alors, il y a un début de solution qui a été porté très intelligemment par le bâtonnier Pierre Hoffman, qui consistait à mettre en place une permanence avec des délégués AMCO. Donc ça, c'est très bien. L'avenir dira si c'est efficace ou non, mais en tout cas, je pense que dans la continuité, parce que c'est bien aussi parfois de parler de continuité, dans la continuité, il va peut-être falloir voir comment on peut toujours être plus réactif, parce que pour avoir été récemment confronté à 2-3 incidents où on m'appelait un peu au secours en tant qu'AMCO, mais n'étant pas membre de cette permanence, les avocats me disaient oui, mais on a du mal à avoir quelqu'un qui se déplace ou même à avoir quelqu'un au bout du fil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à améliorer, parce que ça va permettre la confiance, et la confiance est essentielle pour un bâtonnat réussi, parce que sans les avocates et avocats du barreau derrière vous, malheureusement, on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Je n'en dis pas plus parce que, comme vous le savez, je dois vous abandonner. Un petit mot de conclusion pour dire à celles et ceux qui ont eu la gentillesse et la bienveillance de nous entendre, de ne pas hésiter à nous envoyer des propositions, des difficultés auxquelles on n'aurait pas pensé. À titre personnel, je peux aussi recevoir ces difficultés pour les transmettre à nos deux candidats. Vraiment, n'hésitez pas, on est très ouvert. Cette idée je lisais il n'y a pas longtemps un post LinkedIn qui disait finalement la communication des candidats, c'est toujours la même, c'est de l'entre-soi, mais attendez, on est là. Et clairement, allez-y,
Vous allez voir l'entre-soi, ce qu'on en fait. Envoyez-nous toutes vos demandes et vous pouvez être assuré que je les porterai fort, si vous me les adressez à moi, hein, auprès de nos 2 candidats et que je les marquerai à la culotte. C'est aussi pourquoi… Je peux vous assurer qu'il ne lâchera pas avant d'avoir une réponse. Ah, je ne les lâcherai pas. En plus, ils sont un peu faibles là, ils ont besoin de gagner, donc j'en profite, c'est maintenant, je vais les attaquer au corps. N'hésitez pas. Il y a une communication institutionnelle des candidats, mais il y a aussi des choses qu'on peut se dire d'avocat à avocat, d'avocate à avocate, et c'est vraiment important de le faire. Donc, vraiment, je vous invite à limite nous harceler et faire passer ce message autour de vous. Dites bien à tout le monde que les candidats Benoît Binteux de Gauss sont à la disposition de tout le monde, même pour parler des sujets qui fâchent, même pour parler de choses dont on n'a pas parlé ce matin. Voilà, j'insiste vraiment sur ce point avant de vous dire au revoir. Voilà. Si vous avez une question là sur les incidents, numéro dédié, je vois que dans le chat, c'est pour l'instant Julien Brochot, mais oui, bien sûr, dans notre programme, un numéro dédié. C'est déjà le cas, mais on va renforcer cela, un numéro dédié pour les incidents d'audience. Oui. Alors, merci infiniment, Julien. On est évidemment complètement en phase avec ce que tu dis. Hein. C'est pas pour rien que notre slogan, c'est Ensemble plus fort. On est vraiment pour l'énergie collective, pour la discussion, pour le rassemblement. Donc, on a effectivement besoin de vos retours et vraiment un immense merci de nous avoir suivis. Merci.